Bonsoir, ravi d'être parmi vous. Donc, je m'appelle Mamirat Simbazafi. Je travaille depuis maintenant 2 ans chez Status, qui est une start-up de la blockchain qui se focus sur les technologies blockchain sur mobile. Alors, une petite présentation de Status d'abord. Elle a démarré vraiment en 2017 avec une ICO. Aujourd'hui, nous sommes environ 70 personnes. Nous avons plusieurs focus. Le produit, un messenger décentralisé, privé, peut-être un petit peu comme Bertie, et basé sur la blockchain. Mais aussi, au-delà de ça, on fournit des outils pour les développeurs, notamment Embark, et une grosse partie infrastructure et recherche sur les protocoles. Donc messagerie décentralisée, consensus via Ethereum, et bientôt, normalement, la partie stockage. Tout est open source, tout est transparent, y compris nos meetings. Ils sont retransmis sur YouTube toutes les 2 semaines, le lundi. Et même nos finances sont transparentes et on va bientôt avoir les finances de l'année qui sont publiques. Et sinon, il y a un rapport tous les trimestres. Un petit peu de détails sur nos produits. Donc, j'ai parlé du Messenger. On a aussi Keycard, qui est un protocole qui permet d'avoir une hard wallet, une petite carte que l'on tape sur son téléphone avec status, guest. Peut-être on pourra aussi, on discute avec Ledger, taper son Ledger directement. Et tous les clients compatibles, guest, parity, pourraient utiliser ce protocole comme second factor authentication. On a dApps, un explorer avec un système de réputation en collaboration avec Kleros, je crois, pour la partie réputation et éviter les spams. On a le Teller Network, qui est une manière de échanger en peer-to-peer de la monnaie, peut-être un petit peu comme un local Bitcoin. Et en projet coming soon, Assemble, qui est un projet de decentralized funding pour les projets peer-to-peer. Mais au-delà des produits, on a fait un pivot assez récent aussi sur la partie infrastructure et outils pour les développeurs. Parce que on pense, alors peut-être pas comme Joe Lubin qui disait qu'il y aurait 1 million de développeurs Ethereum en 2020, mais il faut fournir les outils pour que plus de personnes puissent construire sur les blockchains et sur le peer-to-peer. Donc, j'ai parlé d'Embark. On a aussi VAC P2P, un projet pour le messaging, le consensus Ethereum 1, Ethereum 2, la partie networking avec les P2P, focus sur mobile aussi, et le storage. C'est fini pour la partie marketing. Qu'est-ce qui amène l'adoption de masse? Alors, j'ai pas la réponse. Mais, par contre, j'ai un certain nombre d'exemples, et j'en ai plein d'autres, vous pourrez me voir après pour en parler. Quelques exemples. Est-ce que vous avez entendu parler de ce vendeur de livres? Il s'appelle Amazon. Amazon a démarré en vendant des livres dans les années 2000. Aujourd'hui, il est devenu un supermarché immense. C'est aussi le leader des services distribués via Amazon Web Services. Ils sont aussi dans la partie intelligence artificielle. Je pense qu'une énorme partie de tout ce que vous utilisez aujourd'hui sur Internet tourne sur Amazon. VP, même trajectoire, un peu plus modeste, seulement quelques milliards. Ils ont démarré en vendant les excès d'inventaire des sociétés. VP, c'est vente privée d'ailleurs. Des sociétés, les marques de détail, de luxe. Le défi, c'était qu'elles ne voulaient pas que ces fins d'inventaire, elles ne pouvaient pas juste être données, parce que sinon ça dévaluait les produits que les clients ont achetés. On ne pouvait pas les détruire non plus. Donc il fallait trouver une manière de les valoriser. Au-delà des sociétés et start-up et licornes,
On a aussi les pays. La Corée du Sud, en 1960, c'était l'un des pays les plus pauvres du monde, suite à la guerre de Corée. Et aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus riches. Le langage, JavaScript, j'ai pas trouvé de logo, qui a démarré en étant un langage limité, et qui maintenant, tout le monde construit dessus des choses parfois décriées comme Electron. Les développeurs reconnaîtront de quoi je veux parler. Où est-ce que je veux en venir ? Une des manières d'arriver à l'adoption de masse, c'est de subvenir aux besoins d'une niche. Amazon, les bouquins. Vente privée, les sociétés qui avaient des produits qui arrivaient en fin de vie. La Corée du Sud, c'est un peu plus complexe. Ils ont démarré par subvenir à leurs besoins vraiment en interne et juste produits manufacturés. Ils ont switché ensuite pour subvenir aux besoins mondiaux, donc via une stratégie d'export aux produits manufacturés. Et puis, dans les années 80-90, ils ont complètement changé des produits manufacturés vers la high-tech. Et depuis, on a eu LG, Samsung comme représentants coréens connus partout dans le monde. Et JavaScript a démarré sur le web et maintenant est dans les serveurs, sert à pas mal d'interfaces graphiques et l'un des projets open source les plus pérennes aujourd'hui. Au-delà de subvenir aux besoins des personnes, parfois on peut subvenir aux besoins aussi que les personnes ne savent pas qu'elles avaient. Napster, projet peer-to-peer, les personnes avaient besoin de musique. Elles ne le savaient pas, mais Napster a explosé et avait plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs en début des années 2000, ou l'iPhone, qui a permis dans un device d'avoir la partie GPS, la partie interaction, la partie téléphone, l'appareil photo, qui a aussi causé un certain nombre de soucis à, par exemple, Kodak, mais a créé de nouveaux business models. Et aujourd'hui, je pense que 95% d'entre vous ici ont un smartphone. Si vous n'en avez pas un, vous pouvez lever la main. Non ? Bon. Adoption de masse. Alors, en continuant sur l'exemple de Napster, il y a 15 ans, le peer-to-peer, c'était vu comme un problème dans les pays occidentaux. Et la question aujourd'hui, si on veut une adoption de masse, c'est comment en faire, comment le présenter comme une solution. Et là, je n'essaye pas de forcer en disant c'est une solution en recherche d'un problème, comme on dit souvent, comme certains disent de la blockchain. Je vais vous montrer quelques applications concrètes où le peer-to-peer est directement relevant. Je suis désolé, j'ai un peu du mal avec les présentations en français. Est directement applicable. Alors, je ne sais pas si vous avez tous vu cette vidéo. C'est une vidéo qui est assez connue. Elle s'appelle Leadership Lessons from the Dancing Guy. Donc, c'est une vidéo qui a été présentée à un TED Talk où on a une personne On a une personne qui danse toute seule au milieu d'une foule à un festival de musique. La danse est absolument... Alors, elle est très simple, mais on se demande vraiment qu'est-ce qu'il fait, parce que la première réaction, ce serait de se moquer. Et au final, vous voyez dans la petite icône, derrière, on a 40, 50 personnes, et en fait tout le monde autour, puisqu'on voit la caméra qui se recule, qui suit cette personne en faisant des mouvements un petit peu olé olé. Et donc ça, qu'est-ce que ça montre ? Ça montre qu'il suffit d'une personne pour inspirer le changement, et surtout
sur le TED Talk qui est vraiment très bien et que je vous recommande. Le plus important, c'est le premier follower. Il y a la personne qui prend son courage à deux mains, qui fait un peu le fou. Il y a la deuxième qui croit en ce mouvement et qui dit maintenant c'est plus juste un fou, c'est deux personnes. Donc, et après on a 3, 4, 5 et là c'est plus juste des fous, mais en fait qu'est-ce qui se passe et pourquoi j'en fais pas partie, j'ai envie de comprendre. Maintenant un peu plus d'études. Donc là c'est How many people do you need to change the world? De combien de personnes vous avez besoin pour changer le monde? C'est un article sur le Forum mondial de l'économie et qui rapporte une étude de l'Université de Londres et l'Université de Pennsylvanie. Ils disent au moins 10%, au max 50%, très probablement 25%. L'étude, comment ça s'est passé? Ils ont mis des personnes en groupe de 4, 5 à 20, 30 personnes. Ils devaient débattre d'idées. Et ils se sont rendus compte que si on pouvait mettre une personne dans un groupe, par exemple, qui était auparavant de 4 personnes, on rajoutait une personne avec une idée contraire, elle pouvait convaincre tout le groupe de cette idée contraire. Et là, une autre, alors je ne dirais pas étude, mais c'est plus un rapport journaliste sur BBC Future, sur les protestations dans le monde. 3,5% de personnes qui protestent, ça change le monde. Avec un certain nombre d'exemples. En 1986, dans les rues de Manille, et là, je vois en Géorgie. Et donc, derrière, il y a eu des actions concrètes faites dans les 4 jours. Et donc, pour moi, le peer-to-peer, c'est un mouvement que l'on peut impulser, même en étant très peu, et d'une manière épidémique. En choisissant bien sa niche, on peut le populariser. Donc parlons maintenant des pays en crise. Alors, disclaimer, ça devient un petit peu politique, mais je vois le peer-to-peer comme, on va dire, le papier. C'est un outil, et maintenant, si on en fait de la propagande ou des recherches ou de la poésie, c'est juste un outil. Et c'est ce que les gens en font qui compte. Alors, géopolitique. Aujourd'hui, dans le monde, on a de la chance en France, mais dans un certain nombre de pays, on a un manque de confiance dans les institutions. Et des institutions aussi fondamentales que, par exemple, la monnaie. En Argentine ou au Venezuela. En Argentine, l'inflation est de plus de 50%, je crois, au Venezuela. La monnaie, maintenant, les enfants nagent dedans, tellement ça ne vaut rien. On a des problématiques de corruption, des fausses promesses, des confiscations de fermes, de terrains. On a des problèmes de communication privée, même en Europe. Par exemple, à Londres, le mouvement des activistes climatiques qui ont dit que le gouvernement ne faisait pas assez et qui ont protesté et qui protestent encore depuis plus de 13 mois en Catalogne. Et même au niveau des actions des ONG, elles ont énormément de soucis. J'ai travaillé en ONG pendant 2 ans avant de travailler en blockchain. Donc on a les problématiques de faux médicaments, on a aussi les problématiques de la population qui ne fait pas confiance aux ONG et c'est quelque chose qui a favorisé l'épidémie d'Ebola, puisque les personnes ne faisaient pas confiance aux hôpitaux, pensaient qu'elles allaient tomber malades en allant dans les hôpitaux et donc elles ont infecté tout leur village.
Et puis on a aussi, lié à la corruption, par exemple, du matériel, même éducatif pour des bouquins, qui peut être saisi et bloqué dans les ports, dans les conteneurs et les cargos. Et donc aujourd'hui, dans ces pays en crise, qu'est-ce que les gens font? Ils font confiance à une communauté proche pour adresser leurs besoins et non pas aux institutions. Deuxième point pour la partie peer-to-peer. Au-delà du besoin social évident de faciliter les communications entre individus ou au sein d'une communauté, il faut la technologie. Et malheureusement, ils n'ont pas les ordinateurs, les projecteurs aussi facilement qu'ici en France. Mais ils ont fait le saut de l'ordinateur. En Afrique, on a une couverture 4G extraordinaire, alors que l'Internet via les câbles souterrains ou souvent aériens est très problématique et souvent coupé. Donc je l'ai vu à Madagascar, parce que je suis malgache, il y a 4 ans. La 4G marchait dans toutes les grandes villes, et mieux que dans le métro de Paris. Par contre, ça veut aussi dire que l'adoption du peer-to-peer là-bas, ça se fera sur mobile d'abord. Donc toutes les technologies, tous les protocoles, je pense, qui voudront démarrer et adresser le besoin d'abord en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud, en Afrique, devront commencer sur mobile. Et une petite victoire aussi dans ces pays-là. Payer par SMS, c'est très avancé, ça fait déjà au moins une dizaine d'années. Donc c'est l'image que l'on voit là, M-Pesa, qui est un projet de Vodafone. Et tous les réseaux mobiles proposent de payer par SMS. Et donc je pense que vous ne voyez pas, mais c'est marqué Give 2000 KSH, alors je ne sais pas quelle monnaie c'est. Et donc la personne fait un échange par SMS de son compte téléphone contre de l'argent physique. Et maintenant, troisième partie. Donc on a vu qu'il y a un besoin, on a vu qu'il y avait une technologie plus limitée, mais également utilisable. Mélangeons tout et voyons où est-ce qu'on en est. Alors, à gauche, vous avez les pays qui ne sont pas en crise, et à gauche, les pays en crise. D'un côté, on peut faire confiance aux institutions et aussi à l'ordre public, puisque dans certains pays, on a des problèmes avec la police. Dans les pays en crise, on fait confiance à sa propre communauté d'abord. De l'autre côté, on a un accès à l'information. Et d'un autre, toute l'information passe par le bouche à oreille, parce qu'on ne peut pas faire confiance aux journaux, aux télés. D'un côté, on a une économie qui est concentrée dans quelques acteurs des géants. Et de l'autre, on a des marketplaces décentralisés et parfois même du troc. Du coup, pour les pays qui ne sont pas en crise, pour moi, le changement, peer-to-peer, c'est un risque. Par contre, dans les autres pays, c'est une opportunité pour tout un chacun, pour faciliter les échanges, pour avoir plus d'impact, pour augmenter son réseau, pour rencontrer des gens qui essayent des actions similaires. Donc, par exemple, au Togo, il y a une initiative où l'idée c'était d'apprendre aux fermiers, aux habitants de villages à réparer tous leurs outils eux-mêmes, parce que la maintenance là-bas c'était un énorme problème. Et en plus, leur permettre d'apprendre les technologies communes. Et comment ça a été fait? Donc, il y a une association française, je crois, qui est venue avec 2 machines
imprimantes 3D. Une qui a été complètement démontée et une qui servait de référence. Ils sont allés dans un village au Togo, ils ont démonté et ils ont demandé aux villageois de remonter. Donc c'était une espèce d'école d'histoire pour apprendre à construire des imprimantes 3D. Ces personnes-là ont pu reconstruire des imprimantes 3D avec ce qui traînait maintenant dehors. Ils ont acquis les skills et ils sont maintenant capables de créer des outils, des bêches, des râteaux, etc. via imprimante 3D. Et ça, ensuite, ça a été essaimé dans tout le Togo. Et c'est du peer-to-peer physique. C'est le changement et le peer-to-peer software peut accélérer ça en disant est-ce que tu as entendu cette initiative pour réparer X, Y, Z Voilà. Et pour finir, quelques vidéos. Donc, State of Us, c'est un peu notre tagline à Status. Et ce sont des vidéos qui ont été projetées à notre off-site à Istanbul il y a 4 mois. Vous aurez tout ça dans les slides juste après ma présentation, pour montrer un petit peu, appuyer sur ce qui se passe et comment le peer-to-peer peut aider. Première vidéo en Catalogne du journal Vox, où il y a moins de 2 ans, l'Internet a été complètement censuré en Espagne sur ce sujet-là, et on a même les domaines .cat pour Catalogne qui ont été saisis. Et à partir du moment où on a des services centralisés, qui soient hébergés chez Amazon par exemple, Google ou autre, le gouvernement peut venir et tout bloquer. Et donc ça arrive même en Europe. Autre exemple, en Syrie, donc un vidéo de Foreign Correspondent, qui mentionne que suite à la guerre et à l'élimination d'ISIS, on a une nouvelle forme de démocratie qui émerge dans une oasis, où on a l'égalité des droits des femmes, on a une tolérance pour toutes les religions et une création d'une stabilité. C'est 2 millions de personnes. C'est 2 millions de personnes qui vivent de manière très précaire, mais qui essayent de s'en sortir, qui essayent de communiquer et de créer une communauté de confiance où les choses se passent mieux. Et de la même manière, que ce soit les messengers, que ce soit la transmission de valeur via une monnaie, ou l'envoi de fonds d'aide, c'est quelque chose que les technologies peer-to-peer et blockchain peuvent contribuer. Les protestations à Hong Kong, où les protestants étaient tous visage caché, puisqu'il y avait un danger vital, et où des protocoles privés comme Bertie ou ce que l'on fait chez Status sont clés pour que ces personnes puissent s'organiser. Dans les favelas de Rio, donc une vidéo qui montre la construction de communautés complètement informelles sous le joug de gangs qui font du trafic de drogue et qui sont complètement négligés par le gouvernement. Et tout un système informel pour la maintenance des routes, le déblaiement quand on a des choses qui s'effondrent, le recyclage aussi, puisque ça se transforme très vite en poubelle. Et on a énormément d'exemples aussi au Venezuela ou en Argentine, où la possibilité pour les gens, donner la possibilité pour les gens qui veulent s'en sortir de s'organiser est clé. Et donc la conclusion, c'est dans les pays en crise, les technologies peer-to-peer peuvent augmenter significativement l'impact de ceux qui veulent changer
et faire bouger l'ordre social. Et au-delà de juste parler, chez Status, nous sommes allés, une collègue est allée au Venezuela pour aller voir concrètement comment ça se passait là-bas, les systèmes de paiement peer-to-peer. Et donc, vous avez un rapport dans notre town hall, donc notre réunion d'équipe toutes les 2 semaines du 25 novembre, et un dashboard sur Figma. Alors, il faut zoomer parce qu'il est vraiment énorme, mais on parle de troc ici, on parle de payer en bolivar, donc la monnaie est devenue inutile, on parle de payer en dollars américains, qui est problématique parce que personne n'a de change. On parle de payer en Bitcoin, en Dash, en Ethereum, que personne ne connaît là-bas encore. Voilà. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez-y. Merci beaucoup.